Les amis, bonjour. Les rencontres de Christophe, suite, mais pas fin, on l'espère, en pleine Coupe du Monde. On a décidé aujourd'hui de faire un petit tour par le secteur de Blaye, dans un petit village que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle Four. L'homme que nous allons rencontrer a une vie assez extraordinaire et on aimerait que son témoignage serve d'exemple aujourd'hui pour tous ceux qui luttent contre la maladie. Cet entretien, nous l'avons baptisé Jean-Claude Marchais, puisque c'est de lui dont il s'agit, un combat pour la vie. Et il va nous expliquer combien ce combat, il le mène avec un acharnement énorme depuis 5 ans. Jean-Claude Marchais, bonjour et merci de nous accueillir chez toi. Bonjour Christophe. Ben oui, mon histoire elle est finalement simple et on pourrait dire qu'elle finit mal et moi pour le moment je trouve qu'elle continue très bien. J'ai eu une vie très mouvementée, je me suis amusé toute ma vie, on m'a payé toute ma vie pour m'amuser et pour amuser les autres. Puis un beau jour, la maladie m'a rattrapé. Il y a combien de temps? Il y a 5 ans et 3 mois et on a décelé un cancer du pancréas. Évidemment, quand on t'annonce cancer du pancréas, tu sais très bien que l'espérance de vie elle est de 4 à 6 mois, c'est court. Donc j'ai dit, eh ben voilà, la récréation est finie, faut se préparer, mais je me suis bien amusé toute ma vie, j'ai tout fait pour m'embellir la vie, je ne vais pas me pourrir la mort, donc je méprise complètement ce danger de mort, et j'ai très vite compris que ce qui tue, c'est pas le cancer, c'est encore plus la peur de mourir. Et donc à partir de là, je me suis accroché, et j'étais très très bien secondé par le corps médical, et il faut quand même bien le préciser. Mon moral est lié pour quelque chose, mais le corps médical est essentiel, bien évidemment. Tu sais, cet entretien, on aurait pu le baptiser d'une phrase de Nietzsche, me semble-t-il. Je sais que tu es un homme cultivé, tu vas nous en parler. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais je crois qu'on aurait pu, ça aurait pu vraiment être le credo de cette émission. Alors, tu as dit, et il faut le rappeler pour nos amis téléspectateurs, je me suis amusé toute la vie. Moi, je t'ai connu dans les années 80, tu faisais des animations, j'en faisais aussi d'ailleurs à l'époque, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, tu as fait des séances d'hypnose collective. Alors, qu'est-ce qui différencie ce que tu faisais de ce que fait Mesmer, par exemple, qui est connu mondialement? Est-ce qu'on était dans une logique assez identique? C'est la même logique. Sauf que Mesmer est intégré dans le système TF1 avec de gros producteurs, et donc c'est de plus gros moyens pour faire les spectacles dans de plus grandes salles. Mais moi, ça ne m'a pas empêché de faire près de 3000 spectacles, mais évidemment, les maximum de spectateurs, c'était 2000 pour les très bons coups. Mais c'est le même spectacle, le même type de spectacle. Alors, tu es d'un éclectisme assez étonnant, puisque tu as été enseignant, instituteur, journaliste, tu vas nous en dire deux mots, hein. Alain Ayache, qui dirigeait Le Meilleur et qui avait des annexes un petit peu partout en France, avait fait le toit, son journaliste Proté à Bordeaux. Animateur, tu avais lancé des concepts bien particuliers dans l'animation commerciale. Et puis, nous venons de le dire, artiste, parce que tu l'étais finalement, globe-trotteur aussi. On aura l'occasion de rappeler que dans quelques jours, tu vas faire un voyage qui te tient à cœur dans un endroit où tu as été à maintes reprises, ce sont les Antilles. Et ça doit être le meilleur des médicaments, me semble-t-il, au moment des fêtes de fin d'année, on est bien d'accord. Donc, un parcours assez incroyable. Commençons par ce début assez classique. Tu deviens enseignant, instituteur, peut-être PEGC, je sais pas comment on appelle ça. Instituteur. PEGC. Après, j'étais PEGC au collège de Blaye. Alors, tu démarres. La dernière année. Et puis après, j'ai abandonné. Tu démarres l'éducation nationale. C'est Bordeaux, c'est ici dans le Blayais. À Urac, mon premier poste, après le service militaire, 3 jours après être libéré de mes devoirs nationaux, j'étais instituteur remplaçant à Urac. Sans formation véritable à l'époque? Aucune. Il y avait des journées pédagogiques. Aucune. Tu savais lire et écrire, quoi. On nous balançait, oui, en quelque sorte. Et puis, ça se passait bien. Après, j'ai été à Priac-Marcan.
Ouais. où j'ai eu, pas directement comme élève parce qu'il n'était pas dans ma classe, mais Éric Jean-Jean. Ah oui. On va parler justement de ces gens qu'il vaut mieux connaître que ne pas connaître on dans est quelques toujours instants. en très bon rapport d'ailleurs avec Éric. La vie m'a fait croiser plein de gens, puis après, On va y revenir. alors après il y a eu le journalisme. Avec, Enseignant, tu te dis, je ne vais pas y passer toute ma vie, assez rapidement. Non, parce que j'avais été un petit peu dégoûté par une ambiance d'après-mai 68. Un peu délétère. Qui était complètement délétère, où je m'étais fait engueuler par un inspecteur parce que je faisais faire une dictée. Et là, je n'ai pas du tout apprécié. Je te rassure, ça n'a pas changé. Ça n'a pas. Je crois même que ça a largement empiré Hélas. depuis 68. Voilà. Voilà. J'avais dit à cet inspecteur, demain vous aurez ma démission parce que je ne veux pas passer ma vie à fabriquer des cons. Tu avais ça. J'étais un peu dur, mais. Tu as été sincère. Mais c'était le fond de ma pensée, ouais. Dis-moi, parle-moi un petit peu de cette vie d'animation. Je disais, tu avais lancé un concept d'animation commerciale dans les magasins. C'était quoi? Tu enregistrais tes messages? Oh, mais il n'y avait pas que ça, enfin. Entre autres. C'est-à-dire que, à l'époque, il y avait tous les grands centres commerciaux, toutes les grandes enseignes vivaient avec des animations, notamment les week-ends, mais il y avait aussi les quinzaines ou les dizaines ou les semaines d'anniversaire, etc. Il y avait besoin d'animation et je me débrouillais pas mal et je m'étais fait une très grosse clientèle. Tellement grosse clientèle, puisque, je vais revenir à ce que tu dis, que je ne pouvais pas être partout. Ouais. Alors je faisais quelquefois travailler d'autres animateurs, dont un certain tu m'as fait travailler à cette époque-là. Et j'avais trouvé, je leur suggérais, mais au lieu d'avoir un animateur qui vous coûte cher, moi je vais vous préparer des bandes qui passeront en boucle, avec musique et des messages tous les 3 ou 4 minutes, je pouvais enregistrer, c'était fait. Ça me prenait quelques heures, et j'étais en animation, je pouvais être dans 10 magasins en même temps, on pouvait m'entendre. Ça a été une époque dorée, ça, hein, ces années 80. Il y avait une très très forte demande. Ouais. On vivait très bien de ce métier. Et en plus, c'était très bien payé. Très bien payé. Tu étais journaliste en même temps. Alors, j'étais journaliste en même temps, parce qu'à l'arrière, je m'ai toujours laissé les clés franches. Il faut bien dire que je travaillais jour et nuit. Hein, mais je m'amusais. Surtout qu'après, pour les animations, j'ai monté des concepts, des semaines antillaises, des semaines tahitiennes, avec des groupes musicaux de ces pays, des marchés tahitiens, marchés antillais, dans des grands centres commerciaux comme Saint-Christoli et autres. Et c'était des produits qui se vendaient très bien. Projetons-nous un petit peu sur la fin des années 80, parce que je te sais amateur de football, on est en pleine Coupe du Monde, nous le disions tout à l'heure. Alors, tu as fait partie de ceux qui, quelquefois, annonçaient des scoops sur le meilleur, notamment par rapport à la crise des Girondins. On ne parle pas de celle qu'ils ont connue récemment, mais à la fin des années 90, on va le rappeler à nos téléspectateurs, le président emblématique s'appelle Claude Bèze. Bon, il y a des bruits qui laissent à penser que le club des Girondins a un trou financier absolument énorme. Et toi, tu balances des informations comme cela dans la presse un petit peu avant que Sud-Ouest ne le fasse. On est d'accord? Oui, parce que je... Comment tu les as, tes infos? Alors, même encore maintenant, il y a des choses... T'as tes informateurs que je ne veux pas dire, mais j'étais vraiment... Alors, il faut dire aussi que j'étais au creux du monde des Girondins des années 80, c'est-à-dire la coupe, et je faisais partie du staff autour d'Alain Giresse. Oui. Très important. Et de Michel Ledoux. Oui. Et, par exemple, pour la foire, on avait lancé Cap Giresse, et pour la foire de Bordeaux, c'est un exemple. Pour la foire de Bordeaux, c'est moi qui animais le podium Cap Giresse. On rappelle que Cap Giresse, pour ceux qui ne le savent pas, c'était des stages animés par le joueur emblématique. Par les joueurs et que Cap Girondin n'existait pas. Il y a eu une scission parce que Alain Giresse et Gernot Rohr étaient associés, et après il y a eu une scission, sur laquelle je ne m'étendrai pas. J'ai suivi, sans me brouiller pour autant, ni avec Alain Giresse, ni avec Michel Ledoux, j'ai suivi Cap Girondin. Oui, Ouaillan,
qui s'est déjà... C'était pas Royan. C'était pas à Roquevillers, il a pris peut-être. non, il a pris la place à Lège-Cap-Ferré au début. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, il a pris la place de Cap-Giresse et Giresse était parti à la Teste. D'accord, d'accord. Et avec Cap-Girondin, on avait donc le stand, d'abord Cap-Giresse et après Cap-Girondin. Et pendant 3 ans, Bordeaux a eu la coupe. Mais pendant toute la durée de la foire de Bordeaux, la coupe de, C'était la Coupe de France. 86, Ouais. 87, la dernière fois que les Girondins la gagnent. La Coupe de France, Ouais. je l'avais sous le bras, elle était sur mon buffet chez moi le soir, quoi. Et évidemment, elle était au stand et je voyais des gens des gens Enthousiaste. de classe Bien sûr. qui me disaient monsieur, est-ce que je peux la toucher? Ah, ouais. C'était religieux. C'était religieux. Puis et c'était j'ai- l'époque dorée des Girondins. Donc je vivais au milieu de ça. Claude Bess me supportait, mais on ne se parlait pas. Ah, il était particulier. Parce que d'un côté, surtout quand c'était Girondin, il me payait pour faire ses animations, et de l'autre côté, dans le meilleur, j'en foutais plein la gueule. Mais t'étais un petit c'était peu... le jeu. T'étais un espion, On t'étais jouait. un espion double. Oui, oui. Et, après, il y avait d'autres sources que je préfère, parce qu'il y a des gens qui sont encore vivants, quoi. Ouais, tu vas pas ouvrir les dossiers aujourd'hui. Non, Car on va non, sur les non, Girondins. non, non. Bon. Mais c'était amusant. Et j'ai vécu au milieu de ces Girondins. Ces années 80 toujours. C'était dans les années L'hypnose, 80. ça commence quand? Alors, ça commence par un commence que- un reportage comment, déjà un reportage sur un hypnotiseur. Ouais. Et là, moi, je croyais, j'avais vu des hypnotiseurs bidons qui arrivaient avec des comparses. Mais je croyais que c'était ça, mon hypnose. Puis là, celui-là, il s'appelait Chris. Il m'a démontré en faisant des expériences. Je lui ai carrément dit, tiens, là, quelqu'un qui trichera pas, voilà ma femme, vas-y. Et là, j'étais ébahi. Et après ces expériences-là, j'ai dit, je ne mourrai pas sans savoir faire. Je vais te rappeler une petite anecdote. Tu me disais que tu m'avais embauché en tant qu'animateur, mais moi je t'ai embauché en tant que mentaliste en 95 au Palais des Congrès pour l'agence Citram. Te souviens-tu de cette opération? Ouais, c'était Moi, que des personnes âgées. Je présentais la brochure et toi tu intervenais juste avant que je ne lance la présentation de Ouais, brochure. Te souviens-tu de je ça? me souviens, ça, oui. Voilà. Et c'était des personnes âgées. oui. L'hypnose est beaucoup plus dur avec des personnes âgées. C'était pas facile, c'est pour ça que je l'ai mémorisé. Alors, mais ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. Et ça marchait à tous les coups, l'hypnose. Les gens que tu faisais venir sur scène, est-ce qu'il y en avait Ah, qui bah, ne marchaient pas, oui. qui étaient rétifs à l'hypnose? J'ai jamais été Fanny. Ouais. C'est-à-dire que je me suis jamais retrouvé avec personne endormi. Ouais. C'est jamais arrivé. Sur près de 3000 spectacles. Bon, 3000 spectacles. Ouais. Tu vas les arrêter, finalement, contraint et forcé en 2018. Bien sûr, dans la deuxième partie de cet entretien, on va revenir sur la maladie elle-même. Voilà. Jusqu'en 2018, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps encore. Ah hein, bah, c'est-à-dire, je il y a parcours la 4 ans, France. Tu parcourais la France, voire l'étranger. Et une bonne partie des pays francophones jusqu'en Ouais. Afrique. Je me suis bien promené toute ma Où est-ce vie. que tu passais en Afrique, par exemple? Au Sénégal, spectacle au théâtre Daniel Sorano, qui est leur opéra. Tu passais devant les expats, j'imagine? Hmm? Tu passais devant les expatriés, peut-être? Oh, Pas nécessairement. non, beaucoup. Ben, celui qui me produisait là-bas était un Libanais. Ouais. Donc déjà, Ils sont partout en Afrique de l'Ouest, hein, ouais, la salle c'est était vrai. déjà à moitié remplie par des Libanais qui sont très nombreux au Sénégal oui, tout à fait, et qui savent accueillir. Voilà, Ils ont la main mise sur le commerce sur toute l'Afrique de l'Ouest, les Libanais. Ouais, en ouais. particulier au Sénégal. C'était des fêtes quotidiennes, c'est des souvenirs fabuleux. Est-ce que ces fêtes quotidiennes, est-ce que cette vie de patachon un peu que tu as eue et que tu assumes, tu es un gros fumeur en particulier, Ah encore oui. aujourd'hui? Ah oui, oui. Quand Je on est fume 2 rentré chez paquets par jour. toi tout à l'heure, on a vu des cendriers qui étaient partout, 2 paquets de clopes par jour. Ouais. Et cette vie de patachon, est-ce que quelque part tu en as payé un peu le tribut au moment où on t'a annoncé ta maladie? Est-ce que tu t'es dit, finalement, c'est logique par rapport Ben, les scanners à la vie que j'ai eue? les scanners montrent que j'ai des bons poumons. Ouais. Le pancréas, c'est plutôt la bonne chair. Ouais. J'ai jamais bu en excès. Ça, de ce côté-là, et maintenant, je bois pratiquement plus, quoi. Une petite bière de temps en temps.
Mais je pense les magrets, les foie gras sont peut-être pour quelque chose, oui, bien sûr. 2018, ton dernier spectacle, est-ce que tu t'en souviens? Ouh là oui. C'était Oui, quand parce et c'était où? à l'issue du spectacle, j'ai eu un malaise. Et c'était où? C'était à Montalivet. Ouais. Et j'ai eu T'étais un... pas chez les Cunus, là, hein, à Montalivet. Non, c'était pas chez les Cunus, mais après le spectacle, je vais au bar pour boire pour me rafraîchir parce que ça donne chaud le spectacle. Ouais. Et puis là, j'ai eu un malaise manifestement vagal Ouais. qui m'a inquiété. J'en ai parlé à un ami médecin. On va y revenir, on va y revenir. Et qui, lui, avait vu que j'avais beaucoup maigri ces derniers temps. 35 kilos en moins. Ouais, j'avais perdu 35 kilos, mais la toulib que j'avais n'avait rien vu. Pour elle, c'était le diabète. Moi, je t'ai connu, t'étais quand même... J'étais rond. T'étais rond, hein, tu devais peser 90 à 100 kilos. Ah non, j'ai fait 103 kilos. Hein. Ah, oui. Au plus, j'ai fait 103 kilos. Une voix très grave. Et j'étais descendu à 68. T'avais cette voix de stentor un petit peu très grave. Oui, qui en aidait bien pour l'hypnose. Qui passait très qui bien était pour faite l'hypnose. sur mesure pour l'hypnose. Absolument, absolument. Et donc, tes ennuis commencent en 2018 à Montalivet, indirectement. Et, Oui. Et là, mon copain détecte... ton copain médecin qui est ici dans le Blayais, voilà. on est bien d'accord? Voilà, et quand on a des copains qui te sauvent la vie, ce sont vraiment des copains. Et donc, à partir de là, j'étais pris en main à l'hôpital au Lévesque, où j'ai été pris en main de maître. C'est extraordinaire. Alors, il y a un chiffre dont tu m'as parlé tout à l'heure, tu vas me dire si je me trompe, 103. C'est pas une mobilette, tu sais, la mobilette 103. Ah non, c'est 103 séances de chimio, c'est non, ça? 106. 106. Alors, La 106, 107e la semaine prochaine. La 106, c'était la Peugeot, il n'y avait pas quelque chose. Oui, Voilà, le donc, 106. on pense, tu as 107 chimios, là, normalement, on est cuit à 50. Ouais, Et toi, 106, t'es à toujours la là. 100e, ils m'ont fait une fête à Ouais. L'évêque, tout le personnel soignant. Pour eux, c'est une victoire aussi. C'est pas que ma victoire, c'est leur victoire. J'ai entendu dire qu'il y avait des traitements récents pour le cancer du pancréas. Est-ce qu'on a expérimenté sur toi, en l'occurrence? Ben, c'est les derniers traitements en cours. Oui. Pas des traitements expérimentaux, mais les derniers avérés. J'ai entendu dire qu'il y avait une longévité un petit peu supérieure Oui, aujourd'hui oui, à ce oui. qu'il y avait il y a encore 15 ans. Est-ce Non, que mais même par rapport à il y a 10 ans. Ouais. Ça, bien sûr. On fait de mieux en mieux. Avec des Donne-moi un exemple de ce qu'on peut faire, de ce qu'on te fait subir. ben, parce que je suis malheureusement, déjà on peut parler de un deuxième schéma cela. Le chimio. de chimio. Vers le 60e, là on allait trop loin parce que... Mais c'est quoi une chimio? Parce que c'est des injections, c'est ça? On t'injecte un produit? Alors, j'ai ici, je ne vais pas exhiber, j'ai une chambre implantable. Ouais, C'est une sorte de boule ouais. d'où part un cathéter qui vient dans la veine du bras et il m'a été implanté et il y est En permanence. en permanence. Et quand je vais faire les chimios, on me pique une aiguille dans cette boule qui est sous la peau et tout ce qu'on m'injecte passe directement dans le sang par le cathéter. Est-ce que tu pourrais être un miraculé? Est-ce que tu pourrais En tout cas, je le avoir une considère. rémission définitive? Est-ce que ça c'est déjà vu des cancers comme le tien? On va dire les choses clairement. Je pense que oui, mais rémission totale. C'est peu probable. Je ne veux pas me raconter d'histoire quand même. Rien n'est impossible, parce que c'était impossible que je vive 5 ans avec un cancer du pancréas. Et je l'ai fait. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas 6 ans? Pourquoi pas 7 ans? Pourquoi pas... Et puis finalement, si je meurs du cancer du pancréas à 100 ans, c'est pas le cancer du pancréas qui m'aura tué. Tu sais, il y a quelqu'un qui te regarde ce matin. Elle est sur son nuage. Tu sais qui c'est? Ah ben oui, Jacqueline. Ouais. Elle doit être fière de toi. Oui, mais enfin moi j'étais fier d'elle, parce qu'elle a été très malade elle aussi. Tu as été quand même bien accompagné par la maladie, parce qu'il y a eu la maladie de ta femme, une maladie génétique. Une maladie dégénérative, neurodégénérative, Ouais. où elle a fini ne pouvant pas parler, nourrie par sonde,
ne pouvant pas bouger. Est-ce que cette épreuve n'aurait-elle pas provoqué ta Quand elle est maladie? morte, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre Alors, les deux? souvent, Ouais. un an après une épreuve difficile, ça peut être un licenciement, un divorce, un deuil. La retraite aussi. Il paraît que c'est le moment. Le départ à la retraite. Et un choc psychologique. Oui. Dans les 6 mois, 1 an qui suivent, un cancer apparaît. Tu es en train de nous dire que aussi bien dans la maladie que dans le traitement de la maladie, le psychisme, on le sait, c'est très important. L'effet placebo marche dans les deux sens. Ouais. En bien et en mal aussi. Ouais. Si on voit la vie en noir, toi, tu la vois en rose, toi. notre cerveau donne les ordres au corps pour que tout soit noir. Ouais. Et c'est là qu'il faut réagir. Et c'est là que j'ai réagi. Au lieu de pleurer parce que j'allais mourir, j'ai dit attends, on ne va pas se laisser faire, il faut se battre. Et se battre, on donne des automatismes au cerveau et après il sait faire. Il sait lutter. Dans exactement une dizaine de jours, tu vas donc partir en Guadeloupe. Ça tombe très très bien qu'on soit venu ce matin. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai su parce que je suis avec toi sur les réseaux sociaux, je te suis depuis longtemps. Enfin, en gros, depuis le début de ta maladie, depuis 4 ans. Tu vas nous expliquer aussi comment tu as fait une chose extraordinaire. Mais on va d'abord parler des Antilles et ensuite on parlera de ce livre où tu as avoué ta maladie. Un livre par souscription, me semble-t-il, où tu as incité les gens au quotidien à connaître l'avancement de ta maladie. Mais on va y revenir après. Deux mots sur les Antilles, où tu vas partir. C'est un endroit que tu adores. D'ailleurs, ta maison, on ne l'entend pas, c'est un petit peu les Antilles. Il y a des perroquets partout, il y a des animaux. C'est la ferme à l'état pur, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui te plaît aux Antilles? Un rêve d'enfant. Mais quand j'étais enfant, moi je vivais dans ce village, on n'était pas riches. Les Antilles, c'était fait. Et puis en plus, il y a 60 et quelques années, tout le monde n'allait pas aux Antilles, c'était pas du tout banal. Et pour moi, c'était un rêve absolument inaccessible, jusqu'au jour où j'y suis allé, et ça a été le coup de foudre, un vrai coup de foudre, quoi. Et depuis, j'ai essayé d'y revenir le plus longtemps possible. J'étais toujours volontaire pour y aller faire des spectacles, évidemment, parce qu'en plus, on me payait pour aller en vacances, quoi. Ça va être une évasion exceptionnelle. Donc et j'y suis allé il y a 4 ans, pour dire adieu à la Guadeloupe, parce que j'étais persuadé de ne pas y revenir. Mon cancer avait 1 an, c'était déjà bien. Et puis, encore 4 ans plus tard, j'y vais. Alors, vu qu'on a décidé de faire 25 minutes à peu près, 2 mots sur cet ouvrage que tu as écrit que j'ai pas fini, que tu n'as pas fini d'écrire, mais surtout cette particularité qui m'a interpellé, le fait que régulièrement tu oses parler de ta maladie, de la mort, de tout. Il n'y a rien de tabou avec Jean-Claude Marché. Sur Facebook aussi, j'ai pas mal de gens qui me suivent sur Facebook, où j'ironise continuellement sur ma maladie, je me moque de ma maladie. Mon cancer, je l'ai appelé Peter. Alors, avant que tu me demandes pourquoi je l'appelais Peter, c'est idiot, c'est Peter Pan Créa. Voilà. Bravo, c'est du Jean-Claude Marché. Voilà. Jean-Claude Marché, qui est aussi l'ami des stars, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus ici. Moi, aujourd'hui, j'y viens, mais je ne suis pas une star. Par contre, Cyril Viguier, beaucoup plus que moi, est venu régulièrement. Tu es un ami à Cyril Viguier, il y a beaucoup d'autres. Je crois que c'est un ami commun, Gérard Beau vient souvent me voir. Gérard Beau, ami à Jean-Claude Marmier, qui est derrière la caméra là-bas. Voilà. T'as plein de gens qui sont venus. C'est vieil ami de 40 ans, comme beaucoup. T'as eu une levée de bouclier de gens qui t'ont soutenu moralement. Ah oui. Et ça, c'est exceptionnel. Complètement. Moi, je lis quelquefois sur les réseaux sociaux, quand on est dans le besoin que les amis disparaissent. C'est pas vrai. Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas vrai. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais j'ai ce soutien d'amis, familial. On est très famille chez moi. Mes enfants, mes petits-enfants. Chez toi. Mon fils vit avec moi. Tes petits-enfants. Mes petits-enfants, mon petit-fils a vécu avec moi jusqu'à 20 et quelques années. Le bonheur, c'est la famille. Jean-Claude Marché, on était ravis de te recevoir aujourd'hui. Dans les rencontres de Christophe, un combat pour la vie
pour rééloigner la mort. Un combat qui va t'amener aux Antilles dans quelques jours. On était ravis de faire connaître ce combat. J'espère que vous serez nombreux à regarder cet entretien sur Aki Télé. Il y en aura d'autres, bien sûr, dans un futur proche. Et puis on parlera de la Coupe du Monde, comme nous l'avons fait mardi dernier au Stade Bordelais. On essaiera de faire quelque chose si la France va un petit peu plus loin dans son parcours, dans sa quête. Nous étions ravis d'être des vôtres. On vous souhaite le meilleur. Et Jean-Claude Marchais, bon séjour aux Antilles et on espère te revoir dans 4 ans. Merci. Voilà, dans 4 ans, on se donne rendez-vous ici à Four. Et là, je commencerai à être dans les recordman vraiment de longévité. Merci, salut, à bientôt.